valise à roulettes contenant notamment une cocarde pour leur voiture, une écharpe tricolore et un pins aux couleurs de la République que l'on appelle le baromètre. L'un des deux nouveaux députés de la Martinique est l'invité de ce Club Actu, Jean-Philippe Nilor. Bonsoir. Bonsoir à tous et à tous les téléspectateurs. Disons tout de suite un mot je vous ai invité, vous Jean-Philippe Nilor, car l'autre nouveau député de la Martinique est malheureusement en deuil actuellement, et donc nous le recevons dans ce Club Actu, mais probablement plus tard. Oui, je tiens vraiment à adresser mes condoléances à mon ami, je peux dire aujourd'hui mon frère, Bruno Nestor Azero, qui a perdu sa mère, et qui sache que je suis près de lui dans cette épreuve-là et près de sa famille, mais je crois qu'il le sait. Et nous le sommes tous, bien sûr, ici à ATV. Alors, pour vous interroger, à mes côtés, Eddy Marajo du magazine Business News. Bonsoir. Ça va. Et celui auquel vous déclareriez en février 2011 « Nous pouvons gagner en 2012 ». Il s'agissait à l'époque de la collectivité unique. Rien à ce moment-là ne laissait à penser que le MIM obtiendrait 2 sièges de députés aux élections législatives. Mais d'une certaine façon, cette interview était tout de même prémonitoire. Son auteur est ici pour vous interroger, Mike Irasque de l'hebdomadaire Antilla. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vous ai un peu vieilli en parlant de quinquagénaire, Jean-Philippe Nilor. Votre naissance remonte, pour être précis, à 47 ans, dans une famille bien connue à Sainte-Luce, les Salomon. C'est la famille de votre maman, qui était enseignante. Mais vous êtes aussi attaché à la commune de Sainte-Anne, où votre père, également enseignant, travaillait là-bas une quarantaine d'années, fut même directeur d'école et président du club de football de la Renaissance, ce qui n'est pas rien. Il présidera aussi l'Espoir de Sainte-Luce, l'espoir dont vous serez vous-même un joueur émérite. Vous avez même rêvé, Jean-Philippe Nilor, d'être footballeur professionnel, et vous avez joué en France dans plusieurs clubs de niveau CFA en région lyonnaise. Vous vouliez aussi, décidément, vous avez beaucoup d'ambition, vous vouliez aussi faire les beaux-arts, mais le destin en a voulu autrement. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'image de votre père, vous vous êtes très tôt impliqué dans la vie associative et dans la vie publique. À l'âge de 15 ans, alors je signale aux jeunes qui sont en terminale que 15 ans, c'est l'âge auquel vous avez passé et réussi, vous avez passé le baccalauréat. À cet âge-là, donc vous aviez de l'avance, à cet âge-là, à 15 ans, vous créez également la JAL, la Jeunesse Active Lucéenne, qui s'investit dans l'écologie et les problèmes d'insertion des jeunes à Sainte-Luce. Certains lycéens s'en souviennent peut-être. En revanche, vous ne suivez pas votre père au PPM, dont il fut une figure du Sud. Tiens, on parle déjà politique. L'un de ceux qui vous enthousiasme à l'époque, où vous étudiez les sciences économiques à la faculté de la Martinique, et évidemment ça va en faire sourire plus d'un aujourd'hui, un de ceux qui vous enthousiasme le plus, c'est votre professeur d'économie, un certain Jean Cruzol. Il gardera plus tard un souvenir douloureux de son ancien élève, et ça n'est peut-être pas fini. Alors vous poursuivez vos études à Lyon, où vous vous spécialisez dans les transports et l'aménagement du territoire. Fort de votre cursus, vous rentrez DEA en poche, vous rentrez au pays où se produit à l'époque ce qui arrive aujourd'hui malheureusement à beaucoup de jeunes. Il n'y a pas de travail pour vous, malgré une qualification qui pourrait être hautement utile au pays. Après une année de recherche infructueuse, vous vous résignez à partir, à quitter le pays, partir pour l'Afrique ou pour l'Amérique latine, où l'on vous fait de sérieuses propositions. Vous vous êtes fait à l'idée de ne plus taper le domino ou le tambour sur le port de pêche de Sainte-Luce. Nous sommes en 1997. Et puis le destin frappe à votre porte. Voilà que le Sud élit Alfred Marie-Jeanne à la députation. Et vous vous souvenez, fort à propos, qu'il fut votre prof de maths au collège de Rivière-Pilote. Alors vous lui adressez un curriculum vitae, sans grand espoir, à vrai dire. Et pourtant, il vous convoque et il vous embauche comme attaché parlementaire, alors que vous ne militez même pas au MIM. Piqué par le virus de la politique au moment où vous allez être papa, quelques années plus tard, et donc vous vous sentez en responsabilité. Nous sommes en 2001, vous vous présentez aux élections municipales et cantonales de Sainte-Luce. Vous faites même votre déclaration de candidature le jour de la naissance du premier de vos 3 enfants, Swahili. Et quoique débutant, vous parvenez à provoquer 2 triangulaires. Et au second tour, vous êtes élu conseiller général contre le sortant, Jean Cruzol. C'est là... Pardon ? Louis Cruzol. Et c'est là et seulement là que vous adhérez au mouvement indépendantiste martiniquais, dont vous n'étiez qu'un sympathisant. Votre élection vous vaut, à ce moment-là, d'entrer directement au comité directeur du MIM.
Alors, vous serez aussi conseiller régional en 2004, jusqu'à ce coup de tonnerre et coup de poker des législatives de 2012. Alfred Marie-Jeanne vous propose de vous présenter dans le Sud, qu'il abandonne, lui, pour la première circonscription, celle du centre issu du redécoupage de la Martinique. Et cette tactique qui, en Charente, a été fatale à Ségolène Royal, eh bien, cette tactique réussit à Alfred Marie-Jeanne, qui sort le sortant, Louis-Joseph Manscourt. Bilan, 2 députés du MIM à l'Assemblée nationale. De votre côté, vous emportez l'adhésion de près de 70% des votants, ce qui est un très beau score. Je crois que tous les observateurs à l'époque l'ont souligné, Idi Marajo compris bien sûr. Vous avez donc fait votre entrée à l'Assemblée nationale en qualité d'élu, et même si vous connaissiez le Palais Bourbon pour avoir été durant des années, je le disais, attaché parlementaire d'Alfred Marie-Jeanne, ça a tout de même dû être un moment impressionnant, et en particulier le 10 octobre dernier, lorsque vous êtes monté à la tribune pour prononcer une allocution de 5 minutes. Oui. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. L'ambiance, le cadre de l'Assemblée nationale est impressionnant, mais vous savez, il faut aller au-delà des impressions pour entrer au fond des choses. Moi, je ne me contente pas d'admirer les bâtiments et de dire que les choses sont impressionnantes. J'ai une population, un peuple qui m'a confié une mission. Et mon devoir, c'est de remplir cette mission-là le plus dignement possible et de bien représenter le peuple martiniquais. C'est ce qui me donne la force, en fait, d'affronter tout ça. Alors, vous êtes à l'Assemblée nationale rattaché au groupe de la gauche démocrate et républicaine, groupe dont la Constitution, avec le renfort de l'outre-mer, sérieux renfort de l'outre-mer, a permis aux rares députés communistes de ne pas se retrouver en déshérence. Franchement... c'est un service qu'on vous a demandé? Non, je jouais pas cette prétention. Et puis j'ai vraiment beaucoup trop de respect pour les députés communistes ou anciens communistes qui composent ce groupe-là. Vraiment, j'ai découvert de vraies personnalités. Et autant c'est vrai que notre adhésion au groupe a permis la constitution du groupe, donc un peu à sauver la mise à certains députés pour qu'ils ne soient pas indépendants et qu'ils puissent bénéficier de tous les avantages d'un groupe parlementaire. Mais il faut dire aussi que l'expérience de certains nous porte également, et je crois que nous sommes à l'aise dans ce groupe-là, et c'est une chose vraiment très importante, qui ne nous impose rien. Aucun vote. C'est-à-dire nous adhérons à ce groupe avec une totale liberté de conscience et une totale liberté de vote. Donc, que demander de mieux? Je considère que c'est le meilleur cadre possible pour débuter un travail parlementaire à côté de personnes qui sont très expérimentées, très rodées à la politique et qui n'hésitent pas à nous conseiller. M. Azéro est dans le même groupe que vous. Hein, oui, M. Azéro est dans le même groupe. Ainsi que le nouveau député de Guyane. Gabriel Serville. Question d'Edi Marajo. Ça fait quoi un indépendantiste de rentrer dans l'Assemblée du colonisateur? Ça ne fait rien de particulier. C'est un travail... C'est quoi? C'est une revanche ou alors c'est quelque chose d'horrible? Ah non, ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi entrer Parce que c'est bien dans cette Assemblée-là qu'un certain nombre de votes très colonisateurs ont été effectués. C'est quoi? Mais c'est dans cette Assemblée-là aussi que un certain nombre de votes très émancipateurs aussi ont été adoptés. Donc, jusqu'à la loi Taubira. Moi, je ne rentre pas dans ces schémas caricaturaux. C'est ni l'entre du bien, ni l'entre du mal. Vous ne vivez pas ça comme un paradoxe? Non. Pour moi, c'est un lieu de travail. Je suis là en tant que député de Martinique pour faire avancer les dossiers de Martinique. Et voilà, c'est un lieu de passage obligé. C'est aussi un lieu d'apprentissage pour moi. Donc, vous n'avez pas tiqué quand j'ai dit un indépendantiste, donc très clairement, l'indépendance chez vous est encore d'actualité. Non, si vous voulez, on va... non, mais évacuons ça tout de suite. Vous êtes encore indépendantiste ou pas? Mais bien sûr. Mais un indépendantiste, c'est quoi? Un indépendantiste, a priori, c'est quelqu'un qui veut et qui affirme haut et fort qu'il veut l'indépendance de son pays. Alors, je vais vous expliquer la position. Oui, je suis un indépendantiste. Et oui, pour moi, à l'horizon, c'est la solution, c'est la voie. C'est la petite lumière qui est au loin qu'il faut suivre. Mais au quotidien, chaque fois que je me réveille le matin, je n'ai pas crié mon indépendantisme. Par contre, j'ai à me battre au quotidien contre la dépendance. Parce que trop souvent, on a diabolisé le terme. Et on a diabolisé aussi les hommes qui se battaient pour cette cause-là.
On a fait peur, on continue de faire peur. Moi, je dis que dans tous les pays du monde, quel que soit le pays, ce qui fait peur à un être humain normalement constitué, c'est la dépendance. C'est pas l'indépendance. Vous pensez sérieusement que les Martiniquais ont encore peur de l'indépendance? Il me semble bien que oui. S'ils avaient peur de l'indépendance, il n'y aurait pas de députés. Il n'y aurait pas de députés indépendantistes, il n'y aurait pas... Ils ont peur peut-être de moins en moins. Ouais. Peut-être qu'il y a un travail de pédagogie, d'explication qui se fait et qui porte des fruits aujourd'hui. Mais l'idée même... Vous avez réussi à les convaincre. On n'a jamais réussi définitivement. Et les avancées d'aujourd'hui ne doivent pas être considérées comme des acquis définitifs. C'est chaque jour qu'il faut se battre. Et moi, je considère que c'est chaque jour qu'il faut se battre pour réduire la dépendance. Parce que la dépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit institutionnelle, qu'elle soit même alimentaire ou relationnelle, c'est même la dépendance à la cigarette. Vous venez de changer de discours, là. Vous venez de changer de discours, donc on ne parle plus d'indépendance, mais de réduction de la dépendance. Ça va faire plaisir à plein de gens, ça. Non, en tant qu'indépendantiste cohérent, je suis un anti-dépendantiste. Voilà. C'est pas mal. Certains emploient aussi maintenant le terme de souverainiste. C'est un terme qui vous conviendrait? Qu'ils expliquent, bon, souverainiste, bon, la souveraineté, oui, mais bien évidemment, il faut aller vers ça, mais aucun pays n'est totalement souverain non plus. Donc, le tout, c'est une question de dosage des choses. On ne peut pas, à mon avis, je ne peux pas projeter mon pays dans l'avenir dans l'idée qu'il y a une incapacité chez nous, de nos enfants, de nos responsables, de nos chefs d'entreprise, de nos artistes, de nos sportifs, à aller vers la responsabilité. Je ne peux pas me projeter dans l'avenir avec l'idée que c'est grâce à la France que nous survivrons demain. Donc il faut se préparer petit à petit à assumer palier après palier, lentement, à assumer tout simplement la responsabilité. Je crois que beaucoup de nos grands auteurs ont développé des thèses, des concepts d'émancipation ou de libération. Concrètement, ça se construit au quotidien. Et ça se construit par l'exemple. L'exemple de la réussite. Je considère qu'il n'y a pas seulement aux États-Unis qu'on a le droit de dire yes we can. En Martinique, we can tout. Et on est aussi capable, on a autant de neurones, on a autant de potentiel que n'importe quel peuple dans le monde. Donc, je considère que nous, fort de la conviction de cette intelligence-là qui est en nous, eh bien, nous devrons affronter l'avenir sans complexe. Question de Mike Irasque. Jean-Philippe Nilor, j'ai une double question. Pour rester un petit peu dans l'interrogation d'Eddy Marajo, quel regard est porté par les députés hexagonaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, sur justement des députés issus de formations politiques indépendantistes? Est-ce qu'ils sont perçus comme des doux rêveurs ou comme des gens qui, quelque part, profitent du système? Première question. Je vous suggérerais bien d'aller faire cette enquête-là sur place. Ah bon? Et je pense que vous seriez un peu surpris des résultats. Parce que même moi, même en tant qu'attaché parlementaire, j'étais surpris de voir, par exemple, la qualité de l'image dont bénéficie Alfred Marie-Jeanne auprès des députés qui le connaissent depuis un certain nombre d'années, qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est-à-dire, c'est un homme qui a réussi à imposer un respect au sein de la classe politique. Et même ce respect-là, il est partagé même par les salariés, même par les femmes de ménage, les employés de l'Assemblée. Et c'est vrai ce que je dis. Et je peux même vous avouer que le fait d'être présenté un peu comme l'héritier d'une certaine manière, entre guillemets, d'Alfred Marie-Jeanne à l'Assemblée nationale française, mais ça m'a aussi ouvert des portes, parce que d'emblée, beaucoup de personnes ont vu en moi quelqu'un de sérieux, de rigoureux, et quelqu'un qui ne vient pas à l'Assemblée nationale pour faire la guerre à quiconque, mais quelqu'un qui vient défendre fort de ses convictions, qui vient de défendre son pays, qui vient défendre son peuple. Mais indépendamment, c'est le cas de le dire, des qualités humaines et des qualités de rigueur du politique sur la revendication idéologique. Est-ce qu'il y a un regard un peu condescendant ou vous avez été confronté à ça depuis les 4 mois que vous êtes... Je n'ai pas ressenti, non. Le regard condescendant, c'est sur autre chose, mais pas sur la revendication. Sur quoi? Mais je vais vous dire, mais
Par contre, j'ai beaucoup de questions, beaucoup de curiosités, des gens qui peut-être très objectivement, très honnêtement, cherchent à comprendre, qui posent les questions en termes d'indépendance. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vivre? Qu'est-ce que vous allez manger si vous êtes indépendant, etc. C'est-à-dire, et en recadrant, en expliquant les choses, moi, je crois que ça impose quelque part le respect, sinon l'adhésion. Mais les gens comprennent mieux après les explications. Et dans votre volonté de siéger, votre volonté, celle d'Alfred Marie-Jeanne, de siéger au sein du groupe GDR, qu'est-ce qui a primé? Est-ce que c'était pour vous dissocier des parlementaires qui font partie d'Ensemble pour une Martinique Nouvelle, qui eux font partie du groupe apparenté socialiste? Qu'est-ce qui a primé dans cette volonté-là, le symbolique ou le politique? Je pense qu'il y a un lien idéologique qui est plus fort avec ceux qui se sont battus de toujours, avec leur force, avec leur faiblesse, pour le peuple, pour le petit peuple, pour les travailleurs, pour les chômeurs. Donc, moi, je considère qu'il y a une proximité un peu plus naturelle avec les gens de gauche. De la vraie gauche. La vraie gauche. Oui, de la vraie gauche. Bien évidemment, mais nous n'avons pas cherché à nous positionner en nous démarquant de quiconque. Peut-être que ce sont les autres qui adoptent ces attitudes-là. Non, très franchement, je ne me positionne pas en fonction des positions des autres. Je me positionne en mon âme et conscience. Et je considère que, compte tenu du passif qu'il y a, compte tenu de la relation que notamment le Parti socialiste français a souvent eu, l'espèce d'arrogance ou l'espèce de mépris qu'ils ont eu pendant longtemps, de condescendance aussi, mais d'arrogance qu'ils ont eu notamment vis-à-vis du président de la région et des patriotes à la région. J'aurais été quand même honnêtement un peu plus mal à l'aise dans le groupe socialiste que là où je suis actuellement. Et puis vous avez quand même déchouqué un député socialiste ici en Martinique. Oui. Mais bon, on ne sait plus qui est vraiment socialiste. Oui. Je ne sais pas s'il était vraiment socialiste. Il a toujours l'étiquette. J'espère qu'il sait où il est, vraiment. Eddy. Vous êtes député. Quels sont les objectifs du député Nilor de manière très concrète? Vous parlez de défendre les intérêts du petit peuple. Vous êtes à l'Assemblée nationale pour faire quoi précisément, au-delà de voter les lois très classiquement, vos objectifs précis de la mandature pour les Martiniquais? Une priorité, c'est la question du transport. Je l'ai déjà dit, je serai porteur d'une proposition de loi sur l'organisation des transports dans nos territoires. En deux mots, vous pouvez nous déflorer un peu le sujet? En précisant que c'est votre métier d'origine. Oui, c'est ma formation. Donc, en gros, il faut qu'on arrête l'anarchie au niveau de l'organisation des transports. Et on ne peut pas appliquer, dans ce domaine-là, mais aussi comme dans beaucoup d'autres domaines, on ne peut pas appliquer une législation qui n'est pas adaptée chez nous. Lorsqu'on parle de transport urbain, de transport interurbain, de transport suburbain, de périurbain, là où ça a une pertinence dans un pays vaste, continental, et où il y a un transport de transit, par exemple, je sais pas, lorsqu'on parle de interurbain, une liaison Paris-Lyon, ça a des caractéristiques en termes de distance, en termes de réseau routier, etc., en termes de motifs de déplacement. Mais un déplacement Fort-de-France-Sainte-Luce, ce n'est pas un déplacement interurbain, parce que la Martinique, en réalité, fonctionne comme une grosse agglomération. Donc la notion qui est pertinente, c'est pas de différencier urbain, périurbain et d'accorder une autorité organisatrice à chaque segment qui est maintenu, qui est créé artificiellement, mais c'est de considérer que la notion pertinente, c'est la notion de transport intérieur et qu'il y ait une autorité organisatrice qui gère tout déplacement de Grand-Rivière à Sainte-Anne, comme on a l'habitude de dire. Et c'est tout simplement faire de la législation intelligente, la législation qui n'applique pas bêtement et méchamment des textes qui ne sont pas prévus ni pour nous, ni par nous. Mais c'est le rôle du député, c'est justement d'intervenir à ce niveau-là pour aller vers plus de pertinence et au-delà de la pertinence, c'est vers plus d'efficacité. Franchement, ça c'est peut-être plus la future Assemblée unique qui pourra agir en ce sens que le député tout seul au milieu de 576 autres. Ah mais non, c'est pas un député tout seul. Ouais. Vous savez que moi je ne me considère pas comme une espèce d'élément isolé. Je cherche toujours à convaincre.
Je cherche toujours à travailler uniquement pour la Martinique. Mais bien sûr, on va changer la loi. Bien sûr. Je pense que nous allons parvenir à convaincre de la nécessité d'établir un cadre législatif qui permette une bonne organisation des transports. Parce que l'enjeu est de taille. Si on considère... Économique, écologique, vous habitez le Sud, vous êtes venu à Fort-de-France aujourd'hui. Voilà, et parfois même de santé publique. Ouais. Mais si on considère un territoire comme un corps, un territoire qui a des problèmes de circulation, comme un corps qui est attaqué par des difficultés de circulation, mais au bout d'un moment, ce sont tous les organes qui sont touchés. Et on ne peut rien faire. Hein. Après, c'est le cerveau qui est touché, les membres, etc. Donc, la Martinique ne peut pas parler de développement, ne peut pas concevoir un vrai développement avec une organisation des transports qui ne permet pas véritablement une circulation, la circulation qui est salutaire comme dans n'importe quel pays. Donc l'enjeu est de taille et je ne vois pas au nom de quelle identité législative on nous imposerait un cadre législatif et d'organisation des transports qui empêcherait toute perspective de développement. On a bien compris que ce serait donc l'un des grands combats de Voilà, c'est l'un des grands combats, mais au-delà de ce combat-là, d'une manière générale, et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de lois qui ne sont pas adaptées, mais il y a un travail d'adaptation intelligente à faire et c'est ce que nous allons nous évertuer à faire. Et puis nous sommes porteurs aussi de propositions. Nous n'attendons pas que le gouvernement, le ministre nous pondent des textes pour dire comment les transposer chez nous. Nous avons aussi un vécu, nous connaissons, nous avons une compétence, une certaine expertise de la réalité martiniquaise. Il faut être plus de 2 ou 3 pour déposer une proposition de loi à l'Assemblée, au Parlement. Nous avons des soutiens, nous bénéficions de l'apport d'un groupe. Et à ce titre-là, nous allons déposer des propositions de loi et j'espère que nous allons convaincre. Je crois que l'intelligence de l'homme prévaut en toutes circonstances. Jean-Philippe Nilor, sur le transport, très rapidement, problématique cruciale en Martinique, est-ce que vous envisagez de travailler de concert avec quelqu'un comme Serge Letchimy? Parce que justement, en ce moment même, il y a une réforme du transport, je cite, c'est la dénomination, qui est portée par la majorité du conseil régional et avec comme, sinon finalité, mais comme objectif majeur, ce dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire la mise en place, la création d'une autorité organisatrice unique. A priori, là, il y a des points de convergence, là. J'espère bien qu'il y a des points de convergence. Je n'ai aucune difficulté à travailler avec Serge Letchimy comme je travaille avec tout le monde. C'était pas ma question. Non, mais je la sens bien venir. Donc je préfère évacuer ça. Je n'ai aucune difficulté. Et s'il faut porter un projet qui fasse avancer la Martinique, s'il faut le porter ensemble, c'est inscrit dans notre état d'esprit, au préalable. C'est-à-dire, dans notre démarche, chaque fois que la Martinique est unie, la Martinique est plus forte. Mais il ne s'agit pas pour autant de taire toutes les divergences, parce qu'il y a de véritables divergences. Vous parlez d'autorité organisatrice unique. Certes, c'est un des piliers de ce que nous proposons. Mais avant tout, c'est un périmètre unique de transport qu'il faut. C'est-à-dire, on peut bien avoir une autorité organisatrice unique avec une multiplicité de périmètres de transport, le problème n'est pas réglé. Donc, il faut qu'on soit en cohérence, il faut qu'on avance de concert. Moi, je suis prêt à travailler avec tout le monde, mais qu'on n'oublie pas non plus que sur cette question-là, il y a déjà une histoire. Le président Claude Lise et le président Marie-Jeanne étaient déjà partis dans cette direction-là. Mais il faut savoir aussi qu'ils ont été court-circuités par ceux-là même qui, aujourd'hui, parlent d'autorité organisatrice unique de transport. Et ça, c'est la réalité. Le contentieux est lourd, mais on a quand même l'impression, nous qui sommes observateurs, qu'il y a deux camps qui passent leur temps à se taper dessus. Alors quand vous dites qu'il faut travailler ensemble, on a l'impression que ça va être dur. Hein. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que sur certains sujets... Le choix de quoi? Le choix de se taper dessus ou le choix de... Non, on n'a pas d'autre choix que de travailler ensemble sur des points de convergence. Mais pourquoi, systématiquement, et peut-être particulièrement chez nous, on s'accroche davantage au point de divergence? Parfois, c'est un détail qui nous différencie, qui nous oppose, et ça fait de nous des ennemis. Moi, c'est pas cet exemple-là que j'ai envie de donner. Mais ça ne veut pas dire
qu'il suffit de s'asseoir autour d'une table pour taire toutes les divergences. Au contraire, il est important qu'il y ait des divergences. Moi, je considère qu'il y a quelque chose de sacré en nous. Et je pense que le peuple martiniquais le ressent aussi comme tel. La pensée unique, le parti unique, l'homme providentiel qui va régler tous les problèmes, c'est pas vers ça. Il n'y a pas de père de la nation. Et même si certains s'en réclament, même si certains, je dirais, embauchent ceux qui les qualifient de père de la nation, je ne crois pas que ce soit vers ça qu'il faut y aller. En revanche, l'intelligence doit prendre le dessus. Et je considère que sur certains points, sur certaines questions, à l'image de ce que les Réunionnais sont capables de faire souvent, du PC, des autonomistes à la droite la plus réactionnaire, lorsque les intérêts de la Réunion sont en jeu, eh ben, ils font banc commun, c'est pas cause commune. Et ils reprennent leur querelle une fois qu'ils sont rentrés à la maison. Voilà, ils reprennent leur querelle. Donc, je n'ai aucune difficulté pour répondre à votre question, à apporter un projet, à apporter une proposition, à apporter une revendication avec Serge Letchumi, comme je le fais un peu plus normalement et naturellement avec Alfred Marie-Jeanne et Bruno Nestor Azéo. On a bien compris, Jean-Philippe Nilor. On se retrouve la première... Seconde partie de ce Club Actu dont l'invité est Jean-Philippe Nilor, député de la Martinique, élu de la 4e circonscription. C'est l'appellation qu'il convient d'utiliser pour être dans les clous, comme l'on dit. On ne dit pas député de la Martinique. Vous êtes 4. Ah, mais je suis député de Martinique, oui, oui. Vous êtes député de la nation française. On va parvenir sur franchement, j'ai expliqué ce débat. Pendant la campagne électorale, l'approche qu'on avait, la conception qu'on avait du rôle du député martiniquais, qui n'est pas le même que le député du Lot-et-Garonne ou autre. Je suis un député de Martinique qui va défendre un ambassadeur de la Martinique auprès des autorités en France. En revanche, le grand débat qui secoue actuellement le Parlement, pas seulement l'Assemblée, mais également le Sénat, c'est le cumul des mandats entre les promesses de campagne de François Hollande et le coup de frein donné par de nombreux caciques du Parti socialiste à l'Assemblée ou au Sénat. Quelle est votre position à vous? Est-ce que vous êtes pour le cumul des mandats, contre le cumul, ou est-ce qu'un seul mandat de député ça vous suffirait, mais apparemment vous restez conseiller général? Je ne suis pas pour le cumul des mandats, mais je ne suis pas non plus pour un système de couperet qui dévalorise en définitive la classe politique. Je considère qu'il y a des fonctions, on ne parle pas de mandat, qu'il y a des fonctions qui sont complémentaires, éminemment complémentaires. Un maire, un conseiller général peut être député, peut être parlementaire. Vous pouvez faire les deux. On peut faire les deux. Et d'ailleurs, ce qui nourrit le travail de parlementaire, c'est le travail au quotidien avec la population. C'est ce qui donne une légitimité au discours, aux interventions du parlementaire. Moi, je redoute qu'on arrive à un système où ce sont les grands partis politiques qui vont pratiquement désigner les députés. Moi, je n'ai pas envie que le député soit demain élu comme un sénateur. Il faut conserver cette légitimité populaire-là, et cette légitimité populaire ne doit pas aller dans le sens d'une coupure dans ce lien naturel-là qu'il y a entre l'élu local et l'élu qui va défendre les causes générales. Ça, on a bien compris, mais vous savez bien que le peuple dit, y compris quand il s'agit simplement d'un mandat de conseiller général ou de maire, et on peut considérer qu'il se trompe, mais vous allez nous dire si c'est le cas, le peuple pense souvent, et l'écrit même, les élus s'en mettent plein les poches, font ça pour gagner de l'argent. Alors est-ce que cette affaire de cumul, c'est pas une façon de cumuler aussi les revenus? Je ne suis pas sûr que le peuple dise ça. Je ne suis pas sûr. Lisez la fameuse rubrique des SMS de France Antilles pour ne citer que ça. Mais bon, est-ce qu'elle est totalement objective? Je ne sais pas non plus. Est-ce qu'elle n'est pas un peu dirigée parfois? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des filtres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est peut-être de bonne guerre aujourd'hui. C'est peut-être un phénomène de mode de taper sur la classe politique, de dire que les gens ne peuvent pas s'impliquer pour des raisons saines, pour des raisons louables. S'ils s'impliquent, s'ils sont intéressés, c'est parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a un intérêt. Mais très franchement, je ne me sens pas concerné par ces critiques-là. Et je considère que dans d'autres partis politiques, parce que je vois un peu, j'évolue dans la classe politique, mais dans d'autres partis politiques qui ne sont pas le mien, je vois aussi, je rencontre des gens qui ne sont pas concernés par ces critiques-là. La classe politique, c'est à l'image du pays. Hein. Il y a du bon, il y a du mauvais.
Mais on ne peut pas considérer qu'on a un peuple qui soit particulièrement, totalement vertueux et qui se fasse représenter régulièrement à des élections par des gens qui sont pourris. Il y a un problème. Donc, comme je ne considère pas que le peuple martiniquais est pourri, je ne peux pas considérer que la classe politique qui est choisie par ce peuple-là soit totalement pourrie. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas toute la morale qu'il faut. Mais bien sûr qu'il y a des affairistes en politique. Mais je considère que s'il y a des affairistes en politique, c'est pas à travers le mandat, l'indemnité que ces gens-là peuvent satisfaire leur ego ou s'épanouir. C'est précisément parce que il y a aussi des formes de corruption, il y a des relations avec les affaires, les entreprises qui ne sont pas toujours saines. Mais donc ça existe. Ça existe, mais comme ça existe dans la rue. Mais la classe politique n'est pas plus pourrie qu'ailleurs. Elle devrait être normalement en démocratie un peu à l'image de la population. Ça existe. Mais en tout cas, moi, je ne fais pas de la politique pour de l'argent. C'est pas ma motivation et loin de là. Et d'ailleurs, la différence se sent, je pense. Vous parlez du peuple. Je pense que le peuple sait très bien à qui il peut faire confiance. Le peuple sait très bien ceux qui sont motivés par des intérêts personnels et ceux qui sont motivés par la défense des intérêts collectifs du peuple. Oui. Jean-Philippe Nilor, vous avez plaidé pour une articulation nécessaire entre un travail de maire, une fonction de maire par exemple, et une sorte de relais vers le député. J'imagine que votre sourire indique que vous me voyez venir. Est-ce que vous serez candidat au municipal en 2014 à Sainte-Luce? Oui, je serai certainement candidat aux élections municipales si j'ai la santé. D'accord. S'il y a pas... Donc vous serez candidat? Normalement, oui, mais c'est la priorité. Moi, j'entends faire de la commune de Sainte-Luce un exemple pour la Martinique. Voilà. Donc c'est l'ambition, elle est énorme, vous imaginez, oui, formulée comme ça. Elle est vaste. Mais nous avons un potentiel au plan économique, au plan de l'aménagement du territoire, au plan de la culture, d'une politique sportive qui soit digne un peu de la commune. Je considère que la démarche que je porte, qui est celle non pas de proximité, mais de l'identité, elle va trouver une traduction, j'espère, prochainement à Sainte-Luce. Est-ce que ça explique l'importante équipe que vous avez déjà constituée, qui va d'ailleurs au-delà des indemnités qu'on vous verse pour indemniser pour payer des attachés parlementaires? Vous en avez 4. En général, on en a un, voire 2 au grand maximum, puisqu'il y a ceux du groupe aussi. Vous avez 4 attachés parlementaires, une permanence ouverte, j'allais dire jour et nuit, tous les jours, à Sainte-Luce, plus un site internet. Vous vous préparez déjà à ces municipales? Ah non, le recrutement d'attachés parlementaires n'est pas lié à perspective des municipales. Non, l'important, c'est de se doter de moyens de réussir, d'atteindre ces objectifs. Moi, j'ai tenu, en tant qu'ancien attaché parlementaire, en tant qu'ancien jeune qui a pu saisir une opportunité, de prouver qu'il pouvait mettre ses compétences, tout ce qu'il avait appris au service d'une cause, au service d'un pays, au service d'un peuple. Mais j'ai voulu remettre ce que j'ai eu il y a 15 ans. Et pour moi, c'est très symbolique. Je n'ai pas voulu m'entourer de personnes déjà trop expérimentées. J'aurais pu, comme beaucoup font, recruter un attaché parlementaire, rodé en France, et puis qu'il soit expert, un grand professeur en droit, qu'il soit mon attaché parlementaire. C'est peut-être commode d'un point de vue pour rédiger des amendements, mais c'est pas ce travail qui m'intéresse. C'est d'une certaine manière miser dans la jeunesse martiniquaise, lui faire confiance, et c'est ce qui a présidé à mon choix. Et je dois dire que pour un début, quand même, avec un député qui est tout neuf, avec une équipe d'attachés parlementaires inexpérimentés, les premiers textes que nous avons examinés, mais me confortent dans le choix de miser sur l'intelligence martiniquaise. Alors on va en parler, puisque vous avez voté à 2 mains, si j'ose dire, la loi qu'on appelle loi contre la vie chère, qui s'appelle loi de régulation économique outre-mer, la fameuse loi Lurel. Vous dites, j'ai relu votre discours à l'Assemblée, vous l'avez voté avec enthousiasme et conviction. Est-ce que c'est pas un peu naïf d'imaginer qu'une loi va mettre un terme à la vie chère en Martinique, enfin? Il faut bien lire le texte. Je dis que je le votais avec
force conviction. Force conviction et force Et enthousiasme. au terme des débats, si toutes les propositions, les amendements que je faisais qui visaient à durcir le texte et à le rendre en définitive plus applicable sur le terrain étaient adoptés, mais j'ai proposé 15 amendements. Si les 15 amendements avaient été acceptés, vous imaginez bien que je l'aurais voté avec force, enthousiasme. Oui, mais je l'ai voté tout simplement parce que la raison imposait de voter ce texte-là, même s'il n'est pas parfait. Ça va mettre un terme à la vie chère chez nous. Non. Et justement, c'est précisément ce que je dis, ce que nous disons. Et il ne faut pas laisser entendre que ce texte-là va faire que les prix vont baisser de manière spectaculaire dans les semaines, voire dans les mois à venir. Et je crois que ce n'est pas non plus l'objet de cette loi de porter des résultats à court terme. À partir du moment où on choisit l'angle d'attaque privilégié de s'attaquer aux structures de marché, on sait très bien que ça prend du temps, qu'il y a des contentieux possibles, que des entreprises peuvent faire du dilatoire juridique, que les procédures sont très longues et qu'on n'a pas de résultats tout de suite. Mais ce que je reconnais, je dis, j'ai pas besoin d'être dans le même parti que M. Lurel pour reconnaître que sa démarche a été intelligente. Elle a été courageuse au départ. C'est une vraie posture de gauche quand même de s'attaquer à la profitation. Donc déjà dans l'idée, c'est quelque chose qui va dans mon sens. Donc c'est un satisfecit de votre part. Oui, mais pas seulement pour l'intention. Parce que au fur et à mesure de la large concertation que le ministre a orchestrée et a menée sur le terrain, il a intégré un certain nombre de préconisations qui venaient aussi de nous, de gens qui pensaient comme nous. Donc, en amont, il y a un certain nombre d'apports, d'enrichissement de la loi, plus les amendements... comme celui que vous avez fait adopter, par exemple, qui va contraindre les grandes surfaces à posséder à l'intérieur de leur magasin, de leur surface de vente, à intégrer un endroit réservé à la vente des produits locaux. C'est bien ça. C'est quand même un amendement majeur, qui a un caractère symbolique, mais aussi qui doit être mis en pratique. Et lorsque j'ai proposé cet amendement-là, avec mon équipe, lorsqu'on a réfléchi, on ne pensait pas tant à la grande distribution alimentaire, parce que quelque part, ça se fait déjà. Nous savons que ça se fait déjà dans les grandes surfaces. Il y a une petite part, une petite surface qui est réservée aux productions locales. Mais dans les marchés du meuble, par exemple, je prends cet exemple-là. Mais les grandes surfaces, je ne veux pas citer de nom, mais ces grandes surfaces-là, elles boycottent d'une certaine manière les produits locaux. Or, au niveau des meubles, nous avons des productions de belle qualité qui sont vendues parfois dans des arrière-cours, qui sont vendues chez l'habitant dans toute confidentialité et qui ne bénéficient pas de la vitrine qui est indispensable pour valoriser notre production de quelque part. Donc c'est pas seulement le commerce alimentaire. Ah non, c'est pas seulement le commerce alimentaire. Et c'est justement, il faut essayer de. Moi, je cherche à convaincre de la portée du travail. C'est une précision qui s'imposait. Que nous menons. Et c'est surtout un signal fort lancé en direction des producteurs de chez nous, ou des futurs producteurs de chez nous. Parce qu'on ne peut pas parler de développement économique sans un réseau de transport à la hauteur. Mais on ne peut pas parler de développement économique en étant dans une logique de consommation sans production. D'importation-consommation. J'ai une formation d'économiste, peut-être que c'est un problème, mais ça me permet d'avoir les pieds sur terre. On ne peut pas consommer s'il n'y a pas une production à côté. Si on ne tire pas des devises de son activité de production, on ne peut consommer que de manière éphémère. Question d'Eddy Marajo. Alors, vous parliez de consensus et de volonté de travailler ensemble. Il y a au moins une thématique sur laquelle vous n'êtes pas d'accord avec Nestor Azero, c'est l'épandage aérien. Vous parliez du soutien et de la défense du peuple. Le peuple, c'est aussi les agriculteurs et c'est aussi leurs familles. Les agriculteurs sont très inquiets des amendements qui sont récurrents et des attaques récurrentes de la justice contre l'épandage aérien. Aujourd'hui, vous êtes contre l'épandage aérien. Oui, je suis clairement contre l'épandage aérien. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, M. Marajo, il ne faut pas non plus se précipiter. Il y a plus de bananeraies à Sainte-Marie qu'à Sainte-Luce. Non, mais il faut pas. Donc pourquoi cette différence entre vous? Non, je ne suis pas d'accord avec la précipitation que vous avez à essayer de trouver une petite fissure. Non, je n'ai pas de précipitation. J'ai pas de précipitation. La solidarité. Monsieur Azero
Monsieur Azero soutient l'épandage aérien, même si certains lui demandent quelle est votre position exacte. Mais Monsieur Azero va vous répondre lorsque vous allez l'inviter. Mais en tout cas, il n'a pas voté. Il n'a pas voté pour l'amendement qui devait. Il a voté pour l'amendement que j'ai soutenu. Oui, mais bon, je parle pas. Ça veut dire quelque chose. Être contre l'épandage aérien de produits dangereux, c'est pas être contre l'agriculture. Au contraire, c'est être pour l'agriculture. Pour une agriculture saine, pour une agriculture qui n'aille pas en contradiction avec les intérêts vitaux de la population. Mais je ne vois pas pourquoi on veut systématiquement, comme si en Martinique, on était frappé d'une malédiction, on nous explique que pour aller chercher un pain, pour aller manger, il faut accepter la mort. Vous allez chercher la vie, mais on vous dit dans la vie que vous cherchez, la mort est là. Mais non, pourquoi Jean-Philippe Tilleur, il y a de l'épandage aérien dans l'Hexagone aussi, vous le savez bien. Ça concerne d'autres régions que la Martinique. Alors, ce n'est pas le même cas de figure. Parce que précisément, en Martinique, il n'y a pas un point d'épandage aérien qui soit éloigné, compte tenu des bassins versants, mais qui soit éloigné d'un cours d'eau. Lorsque vous avez des surfaces planes qui sont inhabitées, peut-être que l'effet, même s'il est nocif quelque part sur l'environnement, mais il est moindre. Mais lorsqu'on pratique l'épandage sur des habitations, lorsqu'on pratique l'épandage sur des lieux de vie, lorsqu'on pratique l'épandage et que, compte tenu de la configuration, de la topographie de la Martinique, les produits qui sont épandés vont directement dans les cours d'eau, dans la rivière et dans la mer. Mais on ne peut pas avoir le même regard que pour un pays continental et vaste avec de grandes surfaces. Monsieur le député, l'agriculteur moyen, voire le tout petit agriculteur, vous demande quelle solution vous envisagez pour lui. Nous allons faire ces propositions-là. Dans le cadre notamment du projet de loi qui va venir prochainement de modernisation de l'agriculture, nous allons rappeler nos positions, nous allons rappeler nos propositions. Mais en tout état de cause. Donnez-nous un petit schéma. En clair, le type à qui vous dites c'est plus possible de répandre les produits contre la maladie du bananier, vous lui proposez quoi en échange? De toute façon, ce n'est pas avec la banane que nous allons développer durablement la Martinique. Non mais attendez, ça c'est une position. Non mais attendez, on l'a déjà entendu ça. Oui. C'est des positions et des affirmations sur le moyen long terme. Oui. Le type là, il a des trucs à payer à la fin du mois. Vous lui dites quoi très concrètement? Sortir de l'urgence. Moi, je ne réfléchis pas dans le court terme permanent. D'ailleurs, c'est une caractéristique des pays qu'on dit du tiers-monde, des pays sous-développés. C'est-à-dire, lorsqu'on ne peut pas prendre du recul par rapport à l'urgence et lorsqu'on impose à la réflexion de s'inscrire dans l'urgence permanente, on ne peut pas trouver des solutions. Moi, je dis tout simplement, ce n'est pas avec des productions sans valeur ajoutée. Ce n'est pas que des productions d'exportation vers les marchés européens, de production brute, qu'on va développer la Martinique. Il faut qu'il y ait un minimum de transformation, de valeur ajoutée à ces productions-là. Moi, la preuve que je n'ai rien contre la banane. Et je pense qu'à travers la banane, on peut faire des choses en Martinique. Mais il faut le faire avant l'indépendance, alors, parce que regardez, Sainte-Lucie et la Dominique, ils en sont à réclamer des aides de Taïwan, je ne sais où, pour traiter la cercosporiose. Parce qu'ils n'ont plus que ça, ils n'ont que des bananiers. Vous permettez que je termine et je vais aborder le problème de Sainte-Lucie et vous avez dit et Dominique. J'ai assisté au lancement d'une gamme de produits qui s'appelle Canalis. C'est quelque chose qui est fait à l'initiative et grâce au travail extraordinaire d'une jeune Martiniquaise qui part de la banane pour faire des produits, une gamme de produits cosmétiques de très haut niveau. Mais c'est vers ça qu'il faut aller. Ça, c'est une valeur ajoutée. Là, il y a un savoir-faire qui est intégré dans la production. Et nous n'allons pas nous projeter dans l'avenir avec ces productions-là sans transformation. Parce qu'on n'a aucune garantie sur les prix. Nous n'avons aucune marge de manœuvre sur la fixation des prix. J'ai l'impression que pour certaines productions, les producteurs eux-mêmes, notamment les plus gros, ils préfèrent qu'il y ait un cyclone et que ce cyclone-là couche tous les bananiers pour pouvoir toucher les subventions. Votre réponse, elle est globale et elle est sur l'avenir. Oui. Vous dites, dans l'urgence, aujourd'hui, nous n'avons pas de solution. Comment ça, on n'a pas de solution? Vous n'en avez pas proposé, en tout cas. Par exemple, au cours des 20 dernières années, soyons un peu plus courts, au cours des 12 dernières années,
un certain nombre d'hommes politiques martiniquais, dont Alfred Marie-Jeanne, avaient le pouvoir d'imposer, à la limite, aux agriculteurs de travailler sur une solution à venir, ou en concertation ou en imposition. Le débat n'a jamais été tranché au cours des 12 dernières années. Or là, les agriculteurs qui ont une famille à nourrir, parce qu'on a toujours tendance à penser au gros béquet. Hein, c'est ça, l'arbre qui cache la forêt. Mais les gens du Lorrain, les milliers d'agriculteurs du Nord Atlantique, ils attendent de vous, puisque vous êtes député, une parole qui les rassure. Or, apparemment, il n'y a jamais de parole rassurante. Et tous les 6 mois, ils sont dans l'angoisse. Vous, député, qui défendez les Martiniquais, qu'est-ce que vous avez comme parole rassurante pour ces milliers de personnes? Ma parole, je ne vois pas en quoi elle ne serait pas rassurante. Parce que je vous dis qu'on a d'autres alternatives. On a d'autres possibilités. On n'est pas condamné à produire des productions et à les exporter sans transformation. Très concrètement, il faut qu'ils appellent leurs banquiers pour leur dire qu'ils ne vont pas payer leur traite, qu'ils vont arrêter la production de la banane dans les 6 mois qui viennent. Très concrètement, ça veut dire quoi? Mais en fait, je refuse qu'on me pose le débat en ces termes-là. Parce que ça veut dire opposer quelque part ceux qui sont en train de mourir dans leur chambre là, de cancer de la prostate et de cancer du sein. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a des hommes politiques qui pensent à eux aussi? Pourquoi opposer les intérêts économiques aux intérêts en termes de santé publique? Mais si les intérêts économiques, quels qu'ils soient, menacent la santé publique, mais je donne la priorité à la santé publique. C'est clair. On a bien compris. Et je ne vois pas en quoi ce discours-là n'est pas rassurant. Pour mon peuple, il devrait être rassurant. Mais j'ai le courage de le dire. Il y en a beaucoup qui sont pour l'épandage à Paris, à l'Assemblée, mais qui votent contre une motion contre l'épandage, mais qui sont contre l'épandage ici. Enfin, il y a beaucoup de zangoleurs sur cette question d'épandage-là. J'ai au moins, avec moi, la conscience d'afficher une position très claire. Je suis pour la vie humaine et quels que soient les intérêts économiques, qu'ils soient de gros producteurs, de petits producteurs, on n'a pas à empoisonner notre territoire, on n'a pas à s'empoisonner pour gagner notre vie. On a bien compris, Jean-Philippe Nilor, il nous reste plus que 5 minutes et beaucoup de questions. Alors on va essayer d'aller très vite. L'Assemblée unique, quelle est la date idéale pour vous? La date idéale, c'est 2014 aujourd'hui. C'était 2012. On n'y revient pas. C'est 2014, mais je crois qu'au-delà de toutes les rumeurs, ce ne sera pas très évident, c'est mon analyse, mais ce ne sera pas très évident de changer la date, parce que la date est pour une fois inscrite dans la loi. D'accord. Le MIM... Ce sera 2014 certainement. Le MIM vise le pouvoir dans cette Assemblée unique avec ses alliés. Je pense au score qu'a fait Francis Carole à Fort-de-France aux législatives, par exemple. Ça vous donne des encouragements? Il est clair que même avant les législatives, nous avons toujours cru à notre capacité de remporter cette élection-là. D'ailleurs, nous avions souhaité que ce soit dès 2012, parce que nous avions la conviction que nous pouvons remporter cette élection-là. Lorsqu'on voit l'effondrement de l'équipe de Ensemble pour une Martinique nouvelle, lorsqu'on voit les dégâts qui sont causés par soit l'inaction ou la faible pertinence des actions en termes de politique publique à la région, au Conseil général, nous avons toutes les chances de l'emporter. Mais je ne veux pas que nous l'emportions par la faiblesse de l'adversaire, mais par la qualité de nos propositions. Vous en appelez régulièrement au peuple. C'est un mot qui revient souvent dans votre discours. Mais le peuple, il s'en fiche des élections, il ne va pas voter. Nous verrons bien. Non, mais vous voyez bien les taux d'abstention records qui sont les nôtres ici. Non. Je me méfie de ce genre d'affirmation un peu hâtive. Vous savez qu'il y a un gros problème sur les listes électorales ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore inscrites sur les listes électorales et qui ne vivent pas en Martinique, par exemple. Donc forcément, les taux de participation en pâtissent. Mais je crois qu'il y a un phénomène nouveau. Moi, j'ai senti lors de ces élections législatives-là une remobilisation, et notamment de personnes qui étaient un peu dégoûtées de la politique, qui ont repris goût, qui ont participé, et surtout de jeunes Martiniquais et de jeunes Martiniquais, parfois qui ne votent même pas encore, des collégiens qui emmenaient leurs parents en meeting politique. Donc ça veut dire qu'il y a du grain qui est en train de semer, il va porter de beaux fruits. Et s'ils veulent en savoir plus sur vos idées et votre action, ils peuvent se référer au site internet que vous avez créé, jeanphilippetnilor.com, il s'affiche en ce moment même à l'antenne. Très beau site internet, hein, Merci. C'est l'œuvre
d'un de nos compatriotes. Ouais, c'est une jeune martiniquaise qui a fait ce travail-là. Moi, je suis très satisfait. C'est un site qui est très convivial. On peut la féliciter publiquement. Comme quoi, on peut la féliciter. Il y a des gens de talent dans ce pays. Et il y a des gens de talent dans notre pays. Mike Iras, peut-être la dernière question. Oui, sur la collectivité unique. J'ai entendu récemment sur les ondes un membre éminent du MIM, un lieutenant historique d'Alfred Marie-Jeanne, dire que celui-ci serait candidat à la présidence de la collectivité unique en 2014-2015. Vous confirmez ce propos? Enfin, dire qu'Alfred Marie-Jeanne a des lieutenants, ça veut dire c'est pas ma question. On sait qu'il en a. Qu'il serait général. Non, mais moi je ne considère pas un parti politique comme une armée. Bien sûr, vous cherchez à gagner du temps, Jean-Philippe. Non, mais... Il nous en reste plus. Il me semble, très franchement, non, il me semble que si quelqu'un, de par son travail passé, et de par sa capacité à travailler encore au service de la Martinique, si quelqu'un a fait la démonstration qui méritait d'être le président de cette collectivité unique, c'est bien Alfred Marie-Jeanne. Lisez entre les lignes. Voilà qui est dit. D'un mot, parce qu'il nous reste quasiment plus de temps. Il y a un débat qui arrive en ce moment dans la classe politique à Paris, et où vous retournerez naturellement bientôt reprendre votre tâche de parlementaire. C'est le débat sur la réparation, peut-être morale seulement, mais ce serait déjà une chose pour l'esclavage. Je n'ai jamais été partisan de la réparation. Parce que je considère qu'on peut réparer une voiture qui est accidentée, mais on ne peut pas réparer un peuple. On ne peut pas réparer l'histoire. Parce qu'à partir du moment où un geste moral. Mais ouais, mais qui ne doit pas s'inscrire dans la réparation. C'est pas la réparation. Parce que, je veux dire, une fois qu'on a fait ce geste-là, ça veut dire que c'est réparé, c'est oublié. Il n'est pas question d'entretenir d'animosité, mais il n'est pas question d'aller trop vite vers l'oubli. Parce que l'oubli, ça nous empêche finalement aussi de nous projeter vers un avenir sereinement. Donc moi, je n'ai jamais été partisan de la réparation. Par contre, je suis partisan d'une réforme foncière. Je suis partisan que ceux qui ont bénéficié et qui continuent de bénéficier finalement d'une politique abominable, c'est l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Lorsqu'on bénéficie des conséquences d'un crime contre l'humanité, ben, je pense que ça vous entrerez dans le débat, si débat il y a en effet au Parlement à ce sujet. Mais je rentre dans tous les débats. Moi, je ne m'ampute pas intellectuellement ni à travers mes interventions, quels que soient les sujets, mais je me permets, si j'ai quelque chose à dire, si c'est pour faire avancer le débat, pas pour fanfaronner, pas pour faire l'intéressant, mais pour vraiment porter un plus au débat, mais je ne m'interdirai pas de participer à ce débat-là. Merci Jean-Philippe Nilor d'être venu participer à ce club.